Je m'appelle Marianne Deschamps. J'ai 76 ans. J'ai dirigé le chœur paroissial de Saint-Nicolas à Nantes pendant plus de 35 ans. Mon fils unique, Hugo, a épousé une femme issue d'un monde où tout semble figé dans une vitrine. Chaque repas vient d'un traiteur, chaque sourire semble avoir été répété devant un miroir. J'ai essayé de suivre le rythme, vraiment, mais je ne venais pas du même décor. Quand leur premier enfant est né, j'étais bouleversée de joie. J'avais ressorti une robe de baptême cousue main qui appartenait à ma famille depuis 4 générations. Je l'avais soigneusement pliée et placée dans une boîte tapissée de cèdre, prête à l'apporter à l'église. C'est là que tout s'est joué. Clémence, la femme de Hugo, m'attendait sur les marches. Elle m'a regardée avec ce sourire poli qui ne touche jamais les yeux et m'a dit « C'est gentil, mais on va utiliser la robe des Fontenay. Et s'il vous plaît, n'essayez pas de porter le bébé. On réserve ça à la famille proche. » Je suis restée là, immobile, comme une invitée perdue au mauvais mariage. Après la cérémonie, je suis rentrée chez moi. J'ai ouvert mon coffre ignifugé. À l'intérieur, il y avait le testament que je n'avais pas encore signé. Je l'ai modifié cette nuit-là. Les 460 000 € que j'avais mis de côté grâce à mon salaire d'enseignante, à la pension syndicale de mon défunt mari, allaient désormais à un fonds d'études au nom de ma nièce Camille. Une jeune femme qui m'appelle toujours marraine et qui me demande encore comment poussent que mes pivoines. Hugo m'a appelé 3 semaines plus tard, un peu confus à propos d'un courrier du notaire. Je lui ai dit la vérité. Je n'ai jamais cessé d'être ta mère. Tu as juste cessé de me traiter comme telle. J'ai ouvert la grande armoire dans le couloir, celle où je range les choses qui comptent vraiment. La boîte en bois de cèdre était là, bien calée entre mon vieux missel et les partitions de mes années de chœur. Je l'ai sortie avec précaution et posée sur la table de la cuisine. L'odeur du bois s'est immédiatement répandue dans la pièce, douce, persistante, comme un parfum de mémoire. À l'intérieur, bien enveloppée dans du papier de soie, reposait la robe de baptême. Ma grand-mère l'avait cousue à la main pour ma mère. Chaque enfant de la lignée maternelle l'avait portée. Moi aussi, puis ma sœur Évelyne et plus récemment ma nièce Camille. En coton fin, avec un ourlet brodé et de minuscules boutons nacrés, elle n'était ni clinquante ni datée, mais elle respirait le soin et la tradition. Je me suis assise devant, les mains croisées. Le lendemain, Hugo ferait baptiser son fils, mon premier petit-fils. J'avais gardé espoir. Peut-être qu'à cette occasion, quelque chose allait se rétablir. Peut-être que Clémence me regarderait autrement. Peut-être que je pourrais enfin tenir le bébé un instant. Juste quelques minutes. J'ai repensé à l'invitation qu'il m'avait envoyée par mail, sans appel, sans un mot personnalisé. Rien sur la robe. Je l'avais quand même préparée. Lavée, repassée. Parce que l'espoir est un réflexe. Pas une décision, j'ai glissé la boîte dans un tote bag fleuri, ajouté un petit bonnet tricoté pour le bébé et je me suis couchée tôt. Le lendemain matin, j'ai pris le tram jusqu'à l'église Saint-Félix, la boîte sur les genoux comme un trésor silencieux. Je n'étais pas prête à ce que j'allais vivre. Je me rappelle encore très bien du mariage de Hugo. Il avait eu lieu dans un domaine du côté de Clisson, avec des lanternes suspendues dans les arbres, des fleurs blanches partout, des nappes repassées au cordeau et des menus écrits à la main en lettres dorées. Tout était si soigneusement arrangé que j'avais l'impression d'être un figurant dans un décor de cinéma. Je portais une robe bleue en soie que j'avais faite raccourcir à la dernière minute pour rester dans le ton. Clémence était superbe, évidemment. Un chignon bas impeccable, un sourire calibré. Et sa famille, tout semblait sortir d'un catalogue. Poli, silencieux. J'étais sur certaines photos, mais rarement au centre. À la réception, Clémence m'a appelée Madame Deschamps, puis s'est corrigée avec un sourire un peu gêné. Hugo a ri. Moi, je n'ai rien dit. Il ne m'a pas prise par le bras, ne m'a pas présentée à ses beaux-parents comme sa mère. J'étais là, mais pas vraiment incluse. Rien de malveillant. Juste lisse. Comme si je ne faisais pas partie de la belle image qu'il construisait. Après le mariage, j'ai fait attention à ne pas trop m'imposer. Je ne voulais pas passer pour la belle-mère envahissante. Je demandais toujours avant de rendre visite. J'achetais des cadeaux en suivant scrupuleusement leur liste, pour ne pas commettre d'impair. J'avais compris qu'ils aimaient les choses sobres, élégantes, sans trop de passé.
Alors j'ai cessé de leur apporter mes confitures ou les petits tricots faits maison. Je me rappelle d'un brunch de Pâques où j'avais fait une brioche vendéenne, comme ma mère le faisait. Clémence m'a remerciée, l'a posée en cuisine. Elle n'est jamais ressortie sur la table. À la place, ils avaient des viennoiseries bio livrées par une pâtisserie du centre. Des trucs modernes, aux noms imprononçables. Je n'ai rien dit. J'ai goûté, j'ai souri. Ce n'était jamais frontal, jamais cruel. Juste une série de petits déplacements, comme si ma présence devait être ajustée, discrète, presque effacée. Hugo ne le remarquait pas, ou ne voulait pas le voir. Il disait souvent « on » quand il parlait. On a refait la cuisine, on pense partir en week-end. Je me suis demandé quand je m'étais transformée en sujet périphérique. Je m'étais dit que c'était peut-être normal, que les fils s'éloignent, qu'ils construisent leur monde. J'essayais d'en faire partie, même en silence. Et malgré tout, une toute petite partie de moi attendait encore. Un mot, un regard, un geste. Je m'accrochais à cette idée que le bébé allait tout changer, qu'il allait me réancrer là où je n'étais plus qu'une silhouette discrète. Les premières années de leur mariage, j'ai appris à marcher sur des œufs sans jamais qu'on me le demande explicitement. Je faisais attention à tout, aux cadeaux, aux mots, à mes tenues. Lorsque je leur apportais quelque chose, je vérifiais d'abord leur registre de mariage ou les marques qu'ils semblaient préférer. Je savais que Clémence n'aimait pas les objets rustiques, ni les choses qui racontaient trop d'histoires. Elle appelait ça du folklore sentimental. Alors j'ai arrêté d'offrir mes confitures maison, mes albums photos, mes vieux livres d'enfance. Je faisais aussi attention à ma façon de m'habiller quand je les voyais. Pas de bijoux anciens, pas de parfum trop marqué. Clémence avait une fois lâché, en ouvrant la fenêtre après mon départ, qu'elle ne supportait pas les odeurs trop lourdes. J'avais compris. J'ai rangé mon flacon d'eau de Cologne à la lavande. Depuis, je ne portais plus qu'une crème neutre. Je me souviens d'un dîner d'anniversaire où je leur avais offert un cadre avec une broderie fine représentant leur date de mariage, une chose délicate que j'avais réalisée moi-même. Clémence l'avait regardé, l'avait reposé dans sa boîte en disant simplement « Merci, c'est original ». Je ne l'ai jamais revu dans leur appartement. Petit à petit, ces gestes-là s'accumulaient, ce n'était jamais dit, jamais brutal, juste un réajustement permanent, comme si je devais sans cesse lisser ma propre existence pour pouvoir m'insérer dans la leur sans faire de vagues. Je devenais un reflet discret, quelque chose qu'on tolère, à condition que ça ne détonne pas dans le décor. Hugo lui semblait sincèrement croire que tout allait bien. Il souriait, parlait de leurs projets, de leurs voyages, de leur nouveau canapé comme s'il partageait sa vie avec moi. Mais je voyais dans ses yeux qu'il ne me voyait plus vraiment. Il disait « on » pour tout. Même pour parler d'un choix de rideau, je n'existais plus que comme un nom dans son téléphone, qu'il appelait une fois par mois, par réflexe, entre deux réunions. Je n'en faisais pas un drame. J'encaissais. Je me disais que c'était ça, vieillir, devenir l'arrière-plan de la vie de ceux qu'on a élevés. Et pourtant, une part de moi continuait d'espérer qu'un jour, une urgence, une naissance, un moment de trouble ferait tout basculer, qu'on me demanderait enfin d'être là autrement qu'en silence. Quand Clémence est tombée enceinte, j'ai senti cette attente remonter à la surface, plus vive, plus forte. Peut-être qu'un enfant me rendrait visible. Peut-être que ce petit être ouvrirait une brèche. Et que dans cette brèche, je pourrais me glisser. Non pas comme une intruse, mais comme une grand-mère. Comme une évidence. Quand le bébé est né, je l'ai appris par un simple message. Un texto de Hugo à 8h13. « Clémence a accouché ce matin, tout va bien. Il s'appelle Gaspard. » Pas de photo, pas de coup de fil, pas même un mot pour me dire si je pouvais passer. Je suis restée quelques secondes à regarder l'écran, le cœur battant, avec ce mélange d'émotions pures et de vertige. Puis j'ai simplement répondu « Je suis si heureuse pour vous, bienvenue à Gaspard. » J'ai attendu un jour, puis deux, aucun signe. Alors j'ai préparé un pain d'épices, comme je l'avais toujours fait lorsqu'un nouveau-né arrivait dans notre cercle. C'était un vieux rituel dans ma famille, le miel pour la douceur, les épices pour la chaleur. J'ai glissé une petite carte à l'intérieur du paquet, rien de trop, juste quelques mots. « Bienvenue, petit homme, que ta vie soit douce. Mamie et… » J'ai pris le tram jusqu'à leur immeuble à Saint-Félix. Je ne voulais pas m'imposer. J'ai déposé le paquet devant leur porte, sonné, puis reculé de 2 pas. Clémence a ouvert, le bébé n'était pas visible.
Elle portait un peignoir gris, ses cheveux étaient attachés à la hâte. Elle m'a souri brièvement, un sourire fatigué, presque distrait. « Oh merci, c'est gentil, on est un peu débordé là. » J'ai acquiescé. Je n'ai rien dit, elle n'a pas proposé que je monte. La porte s'est refermée doucement. Je suis redescendue sans bruit, les mains vides. Dans le tram, je regardais les gens défiler, les visages anonymes, les courses dans les sacs, les rires d'enfants. Je me suis sentie comme en pause dans un monde qui n'avait plus besoin de moi. Rentrée chez moi, j'ai enlevé mon manteau lentement, allumé la bouilloire. Je me suis assise devant la fenêtre. Le fauteuil semblait plus grand que d'habitude. Quelques jours plus tard, je suis tombée sur une publication de Clémence sur Instagram. Une photo de famille. Clémence, Hugo et le bébé dans un joli body blanc. Derrière eux, une lumière douce, probablement prise dans la chambre du petit. En légende, bienvenue à notre petit miracle. Les commentaires affluaient, des cœurs, des émojis, des félicitations de toutes parts. Je les ai lus tous, un par un, comme si j'y cherchais une place. Il n'y avait rien de moi. Le soir, j'ai fait une promenade plus longue que d'habitude. Je suis passée par les bords de l'Erdre, là où les cygnes dorment près des berges. L'air était humide. Mon manteau me tenait chaud, mais pas le cœur. Je me suis demandé, en regardant les reflets dans l'eau, ce qu'il me restait à offrir à quelqu'un qui ne voulait plus recevoir. Le matin du baptême, je m'étais levée tôt. Le ciel était dégagé, l'air un peu vif pour un dimanche de mai. J'avais préparé un thé, mangé une tartine à moitié, puis enfilé la robe bleu marine que je réservais aux grandes occasions. Simple, sans fioritures, mais bien coupée. Je voulais me tenir droite, digne. J'ai glissé la boîte en bois de cèdre dans un tote bag en lin, soigneusement fermé par un ruban. Elle pesait peu, mais sa présence était dense, comme un secret qu'on porte contre soi. J'ai pris le tram jusqu'à l'église Sainte-Croix. Il y avait du monde sur la place, des enfants en habits clairs, des hommes en costume. Je suis descendue quelques arrêts plus tôt pour marcher un peu. J'avais besoin de ralentir, de respirer. Je suis arrivée devant les marches, la boîte serrée contre moi. Et c'est là que je l'ai vue. Clémence était déjà là, en manteau ivoire, élégante comme toujours, même avec une fatigue légère au coin des yeux. Elle m'a regardée, a baissé les yeux vers mon sac, puis a souri, presque mécaniquement. « C'est gentil d'avoir pensé à la robe, mais nous avons choisi celle des Fontenay. C'est une tradition dans ma famille. » Elle parlait doucement, sans agressivité, mais avec cette assurance tranquille qui ne laisse aucune place au débat. Puis, elle a ajouté, sans changer de ton, « Et je préfère que seules les personnes vraiment proches puissent prendre Gaspard dans les bras aujourd'hui. » Je n'ai rien répondu, pas par colère, parce qu'il n'y avait rien à dire. Les mots m'auraient échappé, maladroits. J'ai juste incliné légèrement la tête et suis restée là, debout, à regarder les autres invités arriver. Des cousines, des collègues, des amis avec leurs enfants. Tous accueillis avec cette chaleur mesurée propre aux grandes familles organisées. La cérémonie a commencé peu après. Je me suis assise à l'arrière, sans bruit. La boîte était sur mes genoux, fermée. Les chants résonnaient sous la voûte, les cierges tremblaient un peu dans les courants d'air. Clémence tenait le bébé, Hugo à ses côtés. Ils avaient l'air parfait. Aligné, intouchable, à aucun moment Hugo ne m'a cherché du regard. Il ne m'a pas souri, il ne m'a pas fait signe. J'étais là, comme une silhouette en marge, tolérée mais inutile. Même le photographe ne m'a pas photographiée, il ne me voyait pas. Quand la cérémonie s'est terminée, les invités se sont regroupés pour des photos. J'ai laissé la foule me dépasser, puis je suis repartie par une petite rue adjacente, sans faire de bruit. Le tram était presque vide. Je suis rentrée chez moi, j'ai posé la boîte sur la table de la cuisine sans l'ouvrir. Puis je suis allée dans la chambre chercher la clé de mon coffre. J'étais calme, tellement calme que je me suis fait peur. Pendant toute la cérémonie, je suis restée figée dans mon banc, droite comme un piquet, les mains posées à plat sur la boîte, comme si elle pouvait me servir de bouclier. Les voix s'élevaient autour de moi. Les chants, les prières, le murmure des enfants qu'on tente de faire taire. Mais tout semblait venir de loin, comme si j'étais derrière une vitre. Je voyais sans être vue, j'entendais sans être entendue. Clémence tenait Gaspard dans ses bras avec cette grâce légère qu'elle maîtrisait si bien.
Elle souriait juste ce qu'il fallait, incliner la tête au bon moment, se tourner vers les bonnes personnes. Le parrain, une connaissance de son frère, a pris le bébé avec précaution, comme s'il manipulait un trésor. Hugo, à côté, hochait la tête, saluait les invités, donnait l'image du père comblé. Personne ne m'a regardé, pas même un bref coup d'œil. J'aurais pu être une inconnue de passage. Je n'ai pas sorti la robe, je n'ai même pas desserré le ruban. Elle est restée dans sa boîte, intacte, inutile, comme moi. Je n'ai rien dit. À quoi bon? Il n'y avait plus de place pour la discussion, pas de brèche où insérer une explication. Le choix avait été fait, sobrement, proprement, sans conflit, et c'est ce qui m'a fait le plus mal. L'indifférence polie, le vide autour de moi. Après la messe, les invités se sont retrouvés dans le jardin derrière l'église pour un vin d'honneur. Petit four, champagne, sourire blanc et photos par dizaines. Je suis restée à l'écart, me tenant près du portail. J'ai attendu que les conversations s'emballent, que la tension se disperse. Puis j'ai tourné les talons, sans saluer, sans même qu'on me voie partir. De retour chez moi, j'ai enlevé mes chaussures, posé mon sac, allumé une lampe. Tout était en ordre, trop en ordre, comme si rien ne s'était passé, comme si ce jour-là n'avait été qu'un rêve trop clair. Je suis allée dans la chambre et ouvert la commode et sorti le petit trousseau de clés rangé sous mes foulards. Celle du coffre y brillait, ordinaire et lourde dans ma paume. Je n'étais ni triste ni en colère. Je ne ressentais rien de ce qu'on associe habituellement aux grandes décisions. C'était comme un rideau qui se baisse lentement sur une pièce qu'on a trop longtemps jouée. Il n'y avait plus de public, juste moi, et la certitude que ce silence-là, je n'allais plus le porter sans réponse. Le coffre était encastré dans le mur du couloir, derrière une vieille armoire normande que mon mari avait installée là avant sa mort. Un modèle discret, solide, avec une combinaison à 4 chiffres que je n'avais jamais changée. L'année de notre mariage, 1968. Je tournais lentement les molettes, les gestes précis, presque rituels. Quand le loquet céda avec un petit clic sourd, je sentis mon cœur se tendre, mais pas vaciller. À l'intérieur, tout était rangé avec soin. Des dossiers, des enveloppes, quelques objets que je n'avais jamais osé jeter, un carnet de notes d'Hugo enfant, une lettre d'Henri écrite pendant sa convalescence, un collier de perles faussement nacré que ma mère m'avait offert à ma communion. Et au milieu de tout cela, un classeur bleu. Mon testament. Je le sortis avec lenteur, le déposai sur la table de la salle à manger. Les pages étaient intactes. La version précédente laissait tout à Hugo. Mon appartement, mes économies, la pension d'Henri, mon assurance vie. Je l'avais fait rédiger il y a 3 ans, avec la conviction que c'était juste, naturel. C'était lui, mon enfant, mon héritier, mon prolongement. Mais ce matin-là, la logique n'avait plus d'ancrage. Ce que je venais de vivre n'était pas un simple malentendu, ce n'était pas une blessure passagère. C'était un retrait méthodique et assumé de la place que j'aurais dû occuper. Et si eux avaient choisi de me sortir du cadre, alors moi aussi j'avais le droit de choisir à qui je laisserais mes fruits. Je pris un stylo, puis un deuxième, plus fin, que j'utilisais pour signer les papiers importants. Je barrai la section concernant Hugo, d'un trait net. Puis j'écrivis en lettres claires. L'ensemble de mon patrimoine sera versé à un fonds d'études en faveur de Camille Roux, ma nièce, en reconnaissance de sa loyauté, de son affection et de sa présence constante. Je marquai une pause, puis ajoutai à la main, au bas de la page, pour celle qui ne m'a jamais oubliée. Je rangeai les autres documents dans le coffre, refermai soigneusement la porte et tournai la combinaison. Mon dos était droit, mon souffle régulier. Je ne ressentais ni triomphe ni amertume, juste une clarté nouvelle, une sensation d'avoir reconfiguré quelque chose à l'intérieur de moi, sans fracas, sans vengeance. Seulement un choix. En retournant dans la cuisine, je vis que la lumière avait changé. Le soleil entrait plus largement sur la table, touchait les bords de la boîte en cèdre toujours fermée. Elle aussi attendrait un autre sort. Mais ce soir-là, c'était moi que j'avais libérée. Camille, lui, n'était pas ma petite fille, mais par moments, j'aurais pu le croire. Elle débarquait chez moi sans prévenir, avec un sourire trop large, un sac rempli de bricoles et l'air d'avoir traversé la ville à pied juste pour le plaisir. Elle s'asseyait souvent sur le banc du jardin sans dire un mot, retirait ses chaussures et posait ses pieds nus dans l'herbe comme si la terre l'appelait.
Une fois, elle m'a regardée et m'a dit « Tu sais, j'aurais aimé que tu sois ma grand-mère ». J'ai souri, sans rien répondre. Mon cœur, lui, avait entendu. Juste après le baptême, Camille est venue. Elle n'avait rien dit à l'avance, juste frappé à la porte un mercredi après-midi, une barquette de fraises dans une main, une paire de gants de jardin dans l'autre. Je me suis dit que tes pivoines auraient besoin d'un peu d'attention. Elle avait ce ton tranquille, ce naturel désarmant qui faisait qu'on n'avait jamais l'impression de déranger avec elle. Nous avons passé l'après-midi dehors. Je lui ai montré où la terre était la plus meuble, où les escargots se cachaient. Elle a mis les mains dans la terre sans hésiter, plantant des dahlias qu'elle avait achetées au marché. « C'est toi qui m'as donné le goût des fleurs », m'a-t-elle dit en ratissant doucement. « Et le goût du calme ?» Elle parlait peu, mais toujours juste. Elle m'a raconté sa semaine à la fac, ses nuits à l'hôpital pour ses stages d'infirmière, les doutes qui la prenaient parfois quand elle se sentait dépassée. Je l'ai écoutée, comme toujours, sans juger, sans conseiller trop vite, juste présente. Et puis je lui ai dit que le doute était un signe de conscience, pas de faiblesse. Elle a souri, comme on sourit quand on entend ce qu'on espérait sans oser le formuler. Quand le soleil a commencé à descendre, nous avons bu du thé sur la terrasse. Le jardin était silencieux, baigné d'une lumière tiède. Camille a posé sa tasse et m'a dit, en me regardant droit dans les yeux, « Tu sais, c'est ici que je me sens à ma place. Tu me laisses être moi. » C'était dit avec simplicité, comme une évidence. Je n'ai rien dit sur le testament. Pas encore. Ce n'était pas le moment. Mais je savais que lorsqu'elle apprendrait, elle comprendrait. Ce n'était pas une faveur. C'était un passage de témoin. Un geste pour celle qui ne m'avait jamais mise de côté, pour celle qui savait que les silences contiennent parfois plus d'amour que les grandes déclarations. Le soir venu, Camille est repartie, oubliant ses bottes près de la porte. Je ne les ai pas rangées. Je les ai laissées là, comme une promesse, qu'elle reviendrait, qu'ici, il y aurait toujours une place pour elle. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant l'aube. La maison était silencieuse, la lumière grise s'infiltrait à peine par les volets. Je me suis levée, enroulée dans mon vieux châle, et je suis allée jusqu'à la table de la salle à manger. Le testament était là exactement comme je l'avais laissé. Je l'ai rouvert avec précaution, relu chaque mot, chaque chiffre. J'ai vérifié les montants, les noms, les clauses. Tout était juste, tout était prêt, il ne restait qu'à le finaliser. Je suis retournée chercher le stylo que j'utilise pour les documents importants, celui que je garde dans une boîte en métal avec mes papiers d'état civil. Je me suis assise lentement, mes genoux raides après le jardinage de la veille, mais mon esprit clair, décidé. J'ai ajouté une mention manuscrite en bas de la dernière page, au-dessous de la clause qui désignait Camille bénéficiaire du fonds d'études. Ce n'était pas nécessaire légalement, mais c'était nécessaire pour moi. Pour celle qui n'a jamais eu besoin de preuves pour aimer. Ensuite, j'ai appelé Maître Borel, le notaire de famille, un homme discret et bienveillant qui avait déjà géré la succession d'Henri. Je lui ai demandé un rendez-vous pour valider le document. Il m'a proposé le lendemain à 10 heures. Sa voix était posée, sans commentaire, comme s'il comprenait que certains appels ne demandent pas d'explication. Je l'ai remercié calmement et raccroché. Je suis allée jusqu'à la fenêtre. Les premières lueurs du soleil éclairaient le jardin encore humide de rosée. Les dahlias de Camille semblaient s'être redressés pendant la nuit. Je les ai regardés longuement, me sentant soudainement alignée avec quelque chose de plus grand que moi. J'avais fait un choix. Pas contre quelqu'un, mais pour quelque chose. Pour une mémoire transmise autrement. Pour une fidélité simple. Dans l'après-midi, j'ai descendu une boîte de vieilles photos du grenier. Je l'ai ouverte sur la table, triant les clichés un à un. Certains dataient des années 60, d'autres des vacances avec Hugo Petit, d'autres encore de soirées de chorale. J'en ai mis quelques-uns de côté pour Camille, rien de spectaculaire, juste des images de mon monde, des choses vraies. J'ai glissé les photos dans une enveloppe Kraft, avec un petit mot « Ces souvenirs ne valent rien en argent, mais ils contiennent tout ce que je n'ai pas su dire. » Puis je l'ai posé sur la commode, là où je pose toujours les choses que je ne veux pas oublier. Le soir, j'ai relu le testament une dernière fois avant de l'envelopper dans sa pochette cartonnée. Mon cœur était léger. Je ne me sentais ni coupable ni hésitante. Je n'avais ni trahi ni puni. J'avais redessiné les contours de ma loyauté.
Et c'était juste. Les jours qui ont suivi furent silencieux, mais étrangement pleins. Je n'attendais plus d'appels, plus de messages, plus de visites impromptues. Et parce que je n'attendais rien, tout ce que je faisais retrouvait un goût plus net, plus ancré. Je me levais tôt, j'ouvrais les volets sans me presser, j'arrosais les plates-bandes avec une lenteur que je n'avais jamais vraiment su m'autoriser. Je repris mes habitudes, non pas par résignation, mais comme on remet un vêtement oublié qui tombe parfaitement. Je recommençai à écrire des cartes postales à quelques amis lointains, à marcher le long de l'Erdre avec mon cabas vide juste pour le plaisir de le remplir plus tard, au marché. Le monde était toujours là, inchangé, mais je le regardais avec une lucidité nouvelle, comme si, en refusant de m'accrocher à une place qu'on ne me reconnaissait plus, j'avais retrouvé la mienne, ailleurs. Je pensais à Hugo, bien sûr, par éclat, comme un souvenir lumineux mais lointain. Je revoyais ses boucles blondes d'enfant, son rire trop fort, ses mains maladroites sur le piano. J'avais tout donné, sans compter, et ce n'était pas un regret, mais je voyais maintenant que l'amour, pour durer, doit pouvoir circuler dans les deux sens. Et lorsqu'il ne circule plus, il ne meurt pas. Il se transforme. Il s'éloigne doucement, comme un bateau qui quitte le port. Je ne ressentais plus de colère, seulement une forme de fatigue douce, celle qu'on éprouve après avoir rangé une maison de fond en comble. J'avais vidé ce qu'il fallait, classé ce qui pesait, jeté ce qui ne servait plus, et j'étais là, face à moi-même, sans bruit. Camille m'écrivait toutes les semaines, de petits mots, parfois juste une phrase, le géranium a fleuri, ou j'ai pensé à toi en passant devant une boulangerie qui sentait comme ta cuisine. Elle ne posait pas de questions, elle ne forçait rien, elle était là, et c'était immense. Je repensais parfois à la cérémonie, au moment précis où Clémence m'avait regardée comme une pièce rapportée. Ce regard ne me blessait plus, il m'avait simplement libérée. Il m'avait poussée à faire un choix que je n'aurais jamais osé faire autrement. Et au fond, c'était peut-être le plus grand cadeau qu'il m'avait involontairement fait. Je savais qu'un jour, la vérité surgirait, par le notaire, par un papier administratif, par une question posée trop tard. Et j'étais prête. Je n'aurais rien à expliquer, rien à justifier. J'avais écrit ce que j'avais à dire dans le silence le plus droit qui soit. Et parfois, le silence, c'est la seule réponse que le cœur peut offrir avec dignité. C'était un mardi, en fin de matinée. Je venais de rentrer du marché, les mains encore froides malgré le soleil. Le téléphone a sonné. Je l'ai regardé quelques secondes sans bouger. Le nom s'est affiché, net, familier. Hugo. Mon cœur a ralenti, pas accéléré. Je savais que cet appel finirait par venir. Je décrochai calmement. Sa voix, dès le premier mot, était tendue, comme retenue par une gêne qu'il ne savait pas nommer. Il ne perdit pas de temps. J'ai reçu un courrier du notaire. À propos du testament, il y a eu des modifications. Il essayait de rester posé, mais je sentais l'inquiétude glisser entre les syllabes. Je laissai un silence s'installer. Pas long, juste assez pour respirer. Ce n'est pas une erreur, dis-je alors, posément. Je l'entendis bouger, peut-être marcher, peut-être passer une main dans ses cheveux comme il le faisait adolescent. Je ne comprends pas, dit-il enfin. Tu avais tout prévu pour que je... Enfin, c'est moi, maman. Il cherchait ses mots, tâtonnait, et dans ce flottement, je reconnus l'enfant qu'il avait été, perdu devant une règle qu'il croyait connaître par cœur et qui, soudain, avait changé. Je n'ai pas élevé la voix, il n'y avait rien à défendre. Je n'ai jamais cessé d'être ta mère, tu as simplement cessé de me traiter comme telle. Le silence qui suivit fut lourd, mais pas douloureux. C'était un silence utile, un silence qui ouvre des brèches. Il voulut expliquer, balbutia une phrase sur les circonstances, sur l'organisation du baptême, sur le stress, mais chaque mot sonnait vide, comme s'il tombait dans un puits sans fond. Je l'écoutais sans le couper, et plus il parlait, plus je sentais qu'il comprenait que ce n'était pas un simple incident. C'était un choix de longue date, déguisé en confort, en modernité, en neutralité. Et j'avais, moi aussi, fini par faire le mien. Et donc, c'est définitif ? Demanda-t-il enfin. J'ai répondu, sans détour, c'est décidé. Il n'a pas crié, il n'a pas supplié. Il a juste dit qu'il allait devoir réfléchir, qu'il parlerait au notaire.
Je lui ai souhaité une bonne journée. Il m'a dit au revoir d'un ton plat, comme on raccroche après une conversation de travail. Je suis restée un moment devant le combiné. Je n'étais pas bouleversée, pas soulagée non plus, juste en paix. Une paix silencieuse, droite, solide. J'avais parlé, enfin, et cette fois j'avais choisi mes mots comme on choisit une clé. Non pour verrouiller, mais pour fermer doucement une porte qu'on ne rouvrira plus. Je n'attendais pas qu'il rappelle, pas tout de suite. Peut-être jamais. Et c'était bien ainsi. Cet appel, il ne l'avait pas passé pour moi, mais pour ce qu'il pensait devoir comprendre, pour ce qu'on appelle l'ordre des choses. Je l'avais bouleversé dans un langage qu'il ne parlait plus. Il avait tenté de mettre des mots sur un mouvement de cœur qu'il n'avait pas vu venir, et face à l'absence d'écho, il avait reculé. Je repensais à ce que je lui avais dit. « Je n'ai jamais cessé d'être ta mère. Tu as simplement cessé de me traiter comme telle. » Ce n'était pas une accusation, ce n'était pas un reproche, c'était une vérité nue, simple, posée là, entre lui et moi, comme une pierre plate qu'on dépose au milieu d'un chemin pour marquer un tournant. Pas pour faire demi-tour, mais pour signaler qu'à partir de là, on ne continue plus ensemble. Il y avait eu une époque où j'aurais tout fait pour recoller les morceaux, où j'aurais cuisiné ses plats préférés, préparé des paniers pour leur week-end, offert des cadeaux réfléchis pour tenter de regagner une place que je sentais glisser. Mais cette époque était révolue. J'avais mis des années à comprendre que l'amour qui supplie finit par se nier lui-même, et que le silence, parfois, est une déclaration d'indépendance. Je n'avais pas agi dans la colère, ni dans l'orgueil, j'avais fait un choix. Un choix calme, réfléchi, presque doux. Offrir ce que j'avais à donner à quelqu'un qui ne me demandait rien, mais qui accueillait tout. J'avais répondu à la fidélité par la reconnaissance, à la présence par la transmission. Et c'était juste. Ce jour-là, je suis allée dans le jardin comme souvent. Les lilas étaient en fin de floraison. Les dahlias poussaient bien. Je me suis accroupie près du parterre et j'ai enlevé les mauvaises herbes une à une avec application. J'ai toujours cru que le jardinage ressemblait à la vérité. Il faut remuer la terre, parfois profondément, arracher ce qui étouffe et faire de la place pour que quelque chose pousse, même si c'est modeste. En rentrant, j'ai pris un cahier et j'ai écrit quelques lignes pour Camille. Rien sur Hugo, rien sur le testament, juste une phrase. Il faut savoir s'aimer assez pour ne pas rester là où l'on n'est plus attendu. Je savais qu'elle comprendrait. Elle comprend toujours. Le soir, j'ai allumé une bougie dans la cuisine, pour la lumière, pour la paix, pour ce qui commence quand on cesse de s'accrocher à ce qui ne reviendra pas. 2 jours plus tard, je suis retournée chercher la boîte. Elle était là, intacte, là où je l'avais laissée, sur le buffet, couverte d'un linge blanc. Je l'ai ouverte sans précipitation. L'odeur du cèdre s'en dégageait toujours, douce, presque chaleureuse. La robe de baptême reposait dedans, pliée avec soin, comme si elle attendait encore son heure. J'ai glissé les doigts sur les broderies, sur les petits boutons nacrés, sur l'ourlet cousu à la main. Chaque couture portait l'empreinte de celle qui l'avait touchée avant moi. C'était un tissu chargé de gestes, de regards, de secrétus. Je l'ai sorti de la boîte et je l'ai enveloppé dans une étoffe en lin que j'avais gardée dans une vieille armoire. Un drap usé mais propre, doux comme un adieu. Puis je suis allée chercher une pelle dans le cabanon. Dans le jardin, derrière le vieux prunier, il y avait un coin que j'aimais bien. À l'abri du vent, entouré de lavande et de menthe sauvage. Un endroit tranquille, sans témoin. J'ai creusé doucement, sans hâte. La terre était humide mais souple. J'ai fait un trou assez profond pour que le linge ne soit pas atteint par la pluie. Puis j'ai placé le paquet au fond avec précaution. Je suis restée un instant immobile, les mains jointes. Je ne priais pas, je me souvenais. Quand j'ai commencé à reboucher le trou, la terre est retombée en silence. Pas une larme, pas un sanglot, juste une forme de paix. Le genre de paix qu'on ressent quand on met un point final à quelque chose qu'on a porté trop longtemps. J'ai tassé la terre du plat de la main, doucement, puis j'ai planté 3 bulbes de lis blanc juste au-dessus. Ils fleuriraient l'été prochain. Ils n'auraient besoin de personne pour exister. Je suis restée un moment assise là, sur le rebord du parterre, les genoux crottés, les mains pleines de terre. Je pensais à toutes les choses que j'avais gardées trop longtemps.
par loyauté, par espoir, par peur aussi, et je me suis dit que certaines traditions méritent de s'éteindre quand elles ne sont plus reçues avec amour, que certains héritages ne doivent pas être transmis, qu'ils peuvent reposer simplement, en paix. En rentrant, je me suis lavé les mains lentement jusqu'à ce que toute trace de terre disparaisse. Puis, je suis allée ranger la pelle, refermer le cabanon. Ce soir-là, j'ai bu une tisane en silence, assise près de la fenêtre. Et j'ai su, sans aucun doute, que ce que j'avais enterré n'était pas une robe, c'était une attente, une douleur, un cycle, et que désormais, je n'attendrai plus. Le dimanche suivant, je suis retournée diriger le chœur de la paroisse. J'étais arrivée tôt, comme toujours. La nef de l'église Saint-Nicolas était encore vide, fraîche, résonnante. J'ai posé ma sacoche sur le banc près de l'orgue, ouvert mon classeur de partitions et respiré profondément. Il n'y avait pas de stress, pas d'agitation. Juste cette sensation familière, celle de retrouver un lieu qui n'a jamais cessé de vous appartenir. Les choristes sont arrivés par petits groupes, saluant à voix basse, déposant leurs manteaux, sortant leurs carnets. Nous avions prévu de répéter un motet de forêt, simple, lumineux. Je me suis avancée vers le pupitre, j'ai levé les bras. Les premières notes se sont élevées comme une brume douce, claire, fragile, pleine d'une humanité que je reconnaissais mieux que jamais. En dirigeant, je ne pensais à rien d'autre, ni à Hugo, ni à Clémence, ni à la boîte en cèdre. Mon regard parcourait les visages concentrés, mes gestes guidaient les voix sans effort. C'était là, dans cet instant précis, que je retrouvais ma place, une place pleine, une place entière. Dans la musique, il n'y a pas de rôle secondaire. Chacun porte une ligne, un souffle. Et si une voix faiblit, une autre la soutient. Après la répétition, quelques choristes sont restés pour prendre un thé dans la petite salle derrière la sacristie. On a ri doucement. On a parlé des nouvelles lunettes de Marie, des vacances à venir, des erreurs d'accords, du ténor qui s'en mêle toujours sur les bémols. Il n'y avait pas de tension, pas de faux-semblants, juste une chaleur simple, tranquille. Personne ne m'a demandé si j'allais bien. Et pourtant, je me suis sentie vue, pas comme une mère, ni comme une grand-mère, juste comme moi. En rentrant chez moi, j'ai trouvé un message de Camille sur mon répondeur. Sa voix douce, presque chantante. « Je passerai samedi si ça te va, j'apporterai un gâteau. Tu m'aideras à réviser mes oraux ?» J'ai souri. « Oui, bien sûr que je l'aiderai. Et je ferai un gâteau aussi. Pas un gâteau parfait, pas un dessert de magazine. Un vrai gâteau. Un peu craqué, un peu trop doré, mais préparé avec le cœur. » Le soir, j'ai rangé les partitions dans leur classeur, passé la main sur les couvertures, éteint les lumières. Il faisait bon dans la maison. Pas silencieux, juste calme. Et je me suis dit que la vie n'avait pas besoin de réparer ce qui était parti. Elle avait juste besoin d'être vécue avec les mains libres et le cœur clair. C'était fini, et c'était bien ainsi.